Côte d'Ivoire est candidate pour être membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Ouattara l'a annoncé à la tribune de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les élèves font face à des difficultés lors des inscriptions en ligne. Certains établissements sont pointés du doigt. Nous en parlerons dans ce journal. La Cour constitutionnelle est en pleine délibération au Gabon. Les Gabonais seront fixés sur le nom de celui qui a gagné les élections présidentielles dans quelques minutes. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils n'attendront pas demain pour connaître le nom de celui qui a gagné l'élection présidentielle cette année. La Cour constitutionnelle gabonaise est en ce moment même en train de délibérer. Nous vous dirons dans quelques instants le nom du vainqueur de la présidentielle au Gabon. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce matin. Alassane Ouattara était à New York, aux États-Unis, où il a participé à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant, le président Ouattara avait aussi pris part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'était au Canada. À New York, le président Ouattara a échangé avec le secrétaire général de l'ONU. Ils ont parlé de lutte contre le terrorisme, les crises politiques et les autres formes de violence. Ban Ki-moon a insisté sur les efforts dans le sens d'une amélioration du modèle d'intégration et de coopération mondiale que les États-Unis doivent poursuivre pour l'atteinte des objectifs du développement durable. La candidature de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU a été annoncée par le chef de l'État à la tribune des Nations unies. Les élections sont prévues en juin 2017. Écoutons le président Ouattara. Au siège des Nations unies ce jeudi 22 septembre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire devant l'Assemblée générale des Nations unies. La Côte d'Ivoire, mûre de ses 20 ans de crise sociopolitique, a désormais son mot à dire à travers le monde dans le règlement des conflits, a soutenu le chef de l'État ivoirien, qui a présenté officiellement la candidature ivoirienne à l'élection de juin 2017 pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est fort de cette remarquable évolution que mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire lors des élections prévues en juin 2017. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments. Le président de la République s'est aussi prononcé sur des préoccupations qui touchent à l'ensemble des pays du monde, comme la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable, au nombre de 17, définis par l'ONU pour mettre fin à la précarité dans le monde. Le président de la République a appelé les pays développés à respecter leurs engagements à l'égard des pays moins nantis. Nous devons poursuivre sans relâche la mise en œuvre des objectifs du développement durable et de l'agenda de développement pour les 15 prochaines années. Il nous faut gagner le combat contre la misère et la pauvreté pour éviter à l'humanité les conséquences dramatiques que pourrait révéler l'échec du développement.
C'est pourquoi j'invite les pays développés à respecter tous leurs engagements vis-à-vis des pays en développement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et du financement du développement. C'est ici le lieu de rappeler les engagements pris à Addis Abeba en juillet 2015 lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement, mais également ceux décidés à travers l'objectif 17 des ODD et d'autres instruments spécifiques additionnels comme le Fonds vert pour le climat. Autre sujet d'intérêt commun, la paix dans le monde, la lutte contre le terrorisme. Le président de la République a mis en avant la responsabilité de l'ONU pour le maintien d'une paix durable dans le monde. La configuration actuelle du Conseil de sécurité doit être repensée, a-t-il déclaré. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa configuration actuelle et son fonctionnement, ne pourra pas résoudre efficacement les conflits de notre siècle. Mon pays invite tous les États membres au sursaut afin de parvenir à une réforme globale et juste du Conseil de sécurité qui renforcerait sa légitimité aux yeux du monde entier et plus particulièrement pour les jeunes générations. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, les Nations Unies doivent organiser l'engagement collectif des États, a-t-il encore dit. Mon pays a connu, après de nombreux autres avant lui, les mêmes scènes insoutenables, après le lâche attentat de Grand Bassam, qui vient nous rappeler qu'aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri d'une attaque terroriste, qu'aucun pays ne peut seul venir à bout de ce fléau. Les Nations Unies doivent, par conséquent, plus que par le passé, être chargées de coordonner l'engagement international contre le terrorisme. Pour finir, le président de la République a remercié du haut de la tribune l'ONU pour son opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire pendant 13 ans et qui prend fin en 2017. Il a aussi rendu un hommage appuyé au secrétaire général Ban Ki-moon, dont le mandat s'achève en fin 2016. La première dame était aussi à New York. Dominique Ouattara a rencontré Cindy McCain, l'épouse du sénateur américain qui est aussi dans l'humanitaire, et Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Sur la table, à la lutte contre le travail des enfants et contre le VIH-SIDA. Le reportage de Viviane Haïma. Au cours de son séjour new-yorkais, la première dame de Côte d'Ivoire a accordé des audiences le mercredi à 2 personnalités. D'abord, à Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. On a fait le point sur la lutte contre le sida en général, mais particulièrement son rôle dans cette lutte. Comment, en définitive, elle a pu nous aider à pousser l'agenda de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, on voit énormément de résultats dans plusieurs pays, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire en sorte que ces millions d'enfants qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Et ça, je crois que c'est un agenda qui lui tient à cœur et on va travailler ensemble et on va faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs avant 2020. C'est ensuite en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants que Mme Dominique Ouattara a échangé avec Mme Cindy McCain, épouse du sénateur américain John McCain. Les 2 personnalités ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la traite des enfants. Et pour Mme McCain, la traite des personnes et le trafic humain. Ces 2 grandes dames qui se rencontraient pour la première fois n'ont pas manqué de s'apprécier mutuellement. Je travaille sur le trafic humain aux États-Unis et il était important pour moi de faire la connaissance de cette grande dame qui est leader dans la lutte contre la traite des enfants en Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire est en effet une leader. Elle est la voix de la raison en ce qui concerne la traite des enfants. Je suis fière et honorée de pouvoir faire sa connaissance. Ça a été une exaltante rencontre, a déclaré Mme Cindy McCain à sa sortie d'audience.
Daniel Cablon-Duncan n'était pas aussi en Côte d'Ivoire, il était au siège du mouvement des entreprises de France. Lors d'une séance de travail, il a expliqué à l'organisation combien la Côte d'Ivoire est prête à accueillir les investisseurs. Le chef du gouvernement est aussi là-bas en vue de prendre part aux rencontres Africa 2016. Hamza Diaby. Journée de jeudi chargée pour Daniel Cablon-Duncan. Après avoir pris part ce 22 septembre à l'ouverture des rencontres Africa 2016, le Premier ministre a accordé une dizaine d'audiences à des responsables d'entreprises françaises spécialisées dans divers domaines intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Juste après, cap sur le siège du MEDEF où l'attendent les patrons d'entreprises privées françaises. On voudrait pouvoir accélérer effectivement la pénétration dans votre pays d'un certain nombre de technologies représentées par des entreprises de taille moyenne, des PME. La présence des grands groupes est bien sûr celle que vous connaissez le plus couramment, mais nous avons aussi des savoir-faire, en particulier représentés par les PME, qui accompagneront le développement de la Côte d'Ivoire. Des compétences pour investir en Côte d'Ivoire et offrir des emplois aux Ivoiriens, c'est là tout le souhait du Premier ministre, surtout que le pays est au mieux de sa forme avec un climat des affaires favorable. Ces résultats ont été obtenus grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, visant à améliorer le climat des affaires, la compétitivité de l'économie, la gouvernance qui constitue les priorités de l'action gouvernementale en faveur du développement du secteur privé principalement. L'ouverture du tribunal de commerce d'Abidjan en octobre 2012, l'adoption récente du projet de loi relatif à la création de la cour d'appel du tribunal de commerce, la diminution donc des coûts, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives dans de nombreux domaines figurent parmi les acquis des réformes engagées. Le Premier ministre évoque également les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Et en termes de performance ces dernières années, il en a rappelé quelques-unes, notamment le classement 2 années consécutives dans le top 10 mondial des pays réformateurs du climat des affaires, selon le rapport Doing Business. Le président du Conseil économique et social est aussi à Paris. Il a eu une rencontre avec son homologue français. La rencontre a porté sur la coopération. Charles Kofi Dibi et Patrick Bernasconi entendent mettre en œuvre une collaboration entre leurs deux institutions. Visite de courtoisie ce vendredi de Charles Dibi Kofi à son homologue français Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. Après une présentation du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi fait part à son hôte de son plan d'action et des défis qu'il a à relever, puis il sollicite une collaboration plus renforcée entre les deux conseils. Et au cours des échanges, on s'est aperçu que les points de vue étaient communs, que le président du Conseil économique de France avait aussi trouvé des idées à exploiter venant de son homologue de Côte d'Ivoire. En tout cas, je pense que les deux se sont bien entretenus et ont conclu finalement qu'il fallait qu'ils aient plus de rencontres pour pouvoir, disons, partager leur expérience et leur vue, disons, du développement des conseils économiques et sociaux. C'est une vision partagée, équilibrée, avec un désir de coopération très fort pour que ces conseils économiques et sociaux remplissent pleinement leur mission, qui est celle de conseiller ceux qui ont à un moment donné à faire des lois. Et nous partageons cet avis que nous sommes des lieux d'apaisement, de déminage, qui permettent d'éclairer un chemin pour ceux qui ont des décisions difficiles à prendre. Et nous souhaitons ensemble, évidemment, progresser et s'enrichir mutuellement et bien évidemment apporter les meilleurs conseils qu'ils soient pour l'avenir et pour nos pays respectifs. Patrick Bernasconi, à l'invitation de Charles Dibi Kofi, sera en visite de travail à Abidjan en 2017. Le Conseil économique, social et environnemental est la 3e assemblée constitutionnelle de la République française après l'Assemblée nationale et le Sénat. Il favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile en assurant l'interface avec les décideurs politiques. Le président du Conseil économique et social a rencontré d'autres personnalités à Bruxelles, en Belgique. La coopération est toujours au centre de leurs échanges. Ils ont évoqué aussi la restauration du Conseil économique et social.
Le retour de tous les exilés de la crise post-électorale au centre des préoccupations du HCR, une délégation du Bureau Afrique en parlait avec la ministre de la Cohésion sociale. La réinsertion socio-professionnelle des exilés de leur retour et des mesures prises pour leur sécurité était aussi au cœur de la rencontre. Le reportage de Michel Digri. Ils étaient 300 000 Ivoiriens exilés après la crise post-électorale de 2011. Ils ne sont plus que 30 000 en 2016. Pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, le résultat est satisfaisant. Mais tant qu'il y aura un Ivoirien exilé, la ministre Marietou Koné sera à la tâche pour les faire revenir. C'est le message qu'elle a passé à la délégation du Bureau Afrique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le chef de la délégation du HCR, lui, a voulu savoir un peu plus sur les conditions de vie des exilés déjà rentrés au pays. Qu'est-ce que Madame la ministre de la Solidarité fait en accord avec le gouvernement pour que ces réfugiés se sentent vraiment bien accueillis? Par exemple, les fonctionnaires d'antan, est-ce qu'ils sont réintégrés? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et ainsi de suite. La ministre répond aux préoccupations de la délégation. Une fois que ces personnes sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de sécurité puisque ces personnes circulent librement. Il n'y a pas de problème d'intégration socio-économique puisque vous avez vu les fonctionnaires, tous les fonctionnaires qui sont rentrés reçoivent leur certificat de réintégration à la fonction publique. Donc ce sont des citoyens comme tout autre. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ils utilisent les canaux comme tout Ivoirien via le ministère de l'Entrepreneuriat, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, pour trouver un emploi comme tout citoyen ivoirien. La ministre Marietou Koné a annoncé des missions prochaines dans d'autres pays de la sous-région où vivent encore des Ivoiriens exilés, notamment en Guinée et au Libéria, deux pays dont les frontières avec la Côte d'Ivoire étaient fermées du fait de l'épidémie de la fièvre Ebola. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, s'est prononcée sur les nouvelles dispositions relatives au quantum lors de la 3e édition de Les Rendez-vous de la famille. Le thème de cette rencontre, la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Quelle responsabilité des familles? Un duo de choc, des femmes compétentes, une thérapie collective, dans un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Cette 3e édition des Rendez-vous de la famille se penche sur le canton maurais du système éducatif. Selon l'invité de cette 3e édition, la norme internationale est de 30 heures de cours par semaine. Les autres pays, c'est 5 jours. Le Tchad, ils vont à l'école pendant 6 jours. Le Togo, la RDC, la France, ils vont à l'école pendant 5 jours. La Côte d'Ivoire est en deçà de toutes les statistiques que je viens de vous donner. C'est pour corriger cette situation que nous avons pris l'option de mettre à profit la matinée du mercredi qui vise à améliorer la qualité de la formation de nos enfants. La promotion de la responsabilité familiale est l'affaire de Euphrasie Yao. Pour elle, l'une des fonctions essentielles de la famille est d'éduquer et former ses membres. Il s'agit pour nous, en fait, de faire de la famille le rempart pour toutes les formes de déviation. On va beau critiquer les formes de déviation, nous disons que c'est la famille qui doit être le rempart pour éviter tout cela. La famille doit prendre sa part active dans la prise de décision qui engage l'avenir de la nation. Les Rendez-vous de la famille est un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Il offre une thérapie collective en vue de relever ensemble les grands défis d'une Côte d'Ivoire développée et émergente. Les élèves font face à des difficultés lors des inscriptions en ligne. Des élèves sont ramenés dans une classe inférieure. Des parents n'arrivent toujours pas à inscrire leurs enfants. Certains établissements sont aussi pointés du doigt. Dans les locaux de la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques DPS du ministère de l'Éducation nationale, certains élèves et parents d'élèves sont assis, d'autres debout. Nous sommes au plateau à la tour D, au 23e étage. Le motif de leur présence, trouver une solution à leurs problèmes liés aux inscriptions en ligne dans les établissements privés. On a un véritable problème avec l'inscription en ligne de mon frère. Il a fait la classe de la première A l'année dernière. Il veut aller s'inscrire, faire l'inscription en ligne. Lorsqu'il s'inscrit, ça sort qu'il a fait l'année dernière la classe de 3e. Ma fille est affectée dans une école privée par l'État.
et je n'arrive pas à l'inscrire en ligne. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques pointe du doigt les responsables des établissements scolaires privés qui refusent de remonter les résultats trimestriels de leurs élèves à la DPS. Les parents que vous voyez dans les locaux, pour la plupart, viennent pour juste signaler que malheureusement, quelque part dans la chaîne de remontée des données, il y a des informations qui n'ont pas été faites par les établissements, mais il faut dire en général ce sont les établissements privés. Les responsables de la DPS assurent et invitent élèves et parents d'élèves à faire leurs inscriptions en ligne auprès des opérateurs agréés par le ministère de l'Éducation nationale, ce en vue d'éviter les désagréments constatés. Je voudrais les rassurer que les problèmes qui ne relèvent pas de leur faute, nous les rassurons que nous sommes là pour les résoudre au fur et à mesure. Chaque parent peut faire son inscription sans intermédiaire. Et malheureusement, nous trouvons encore des parents qui se sentent obligés de se rendre dans des cyber, dans des points qui sont supposés agréés. Nous n'avons agréé aucun point pour faire des inscriptions en ligne. Approchés, fondateurs et directeurs des écoles privées apportent des précisions. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire, il y a des difficultés, il y a les retards dans l'inscription en ligne. Et là, on envoie les parents vers la DSPS pour qu'on puisse régulariser la situation des enfants. Il y a des élèves qu'on doit actualiser, c'est-à-dire ces cas-là, 2 ans, 3 ans. Et puis il y a les cas de rattrapage, c'est-à-dire des élèves qui étaient dans d'autres établissements et dont les moyens n'ont pas été validés. Et dans ce cas, lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils sont dans les classes inférieures. Certains responsables d'établissements scolaires privés, quant à eux, souhaitent une prolongation de la date limite des inscriptions en ligne qui prend fin ce vendredi 23 septembre. On souhaiterait que les gens vraiment prolongent, même jusqu'en décembre, janvier, même voire janvier, on va régler tous les problèmes. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à plus de responsabilités pour une rentrée scolaire 2016-2017 réussie. L'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara présente ses premiers doctorants devant un jury. Cette soutenance met fin aux 3 cycles de formation, licence, master, doctorat. Objectif, renforcer le personnel enseignant dans cette UFR. Le reportage de Soro Corona commenté pour vous par Kwadio Kwame. 41 doctorats de l'Université de formation et de recherche des sciences économiques et de développement de l'Université Alassane Ouattara ont 3 jours pour soumettre le résultat de leurs travaux dans le but d'obtenir le doctorat. Un diplôme qui sanctionne les 3 cycles de formation, licence, master, doctorat. Nous allons assister à la soutenance de 41 doctorants, 21 en gestion et 20 en économie. C'est une grande joie pour notre UFR. L'obtention de ce précieux sésame passe par le fait de convaincre les différents jurys composés d'éminents professeurs d'économie, ces professeurs titulaires et des maîtres de conférences qui auront la lourde tâche d'évaluer ces impétrants viennent des universités de l'Afrique de l'Ouest et centrale du Canada et de la France. J'ai eu 2 thèses à examiner qui sont de très très bonnes factures et je peux vous assurer qu'elles ne manqueront pas d'être publiées dans de très bonnes revues. Ce sont des étudiants que d'une manière ou d'une autre, nous avons suivis de loin et de près, de par nos missions. Bon, d'autant plus que nous avons une coopération avec l'université Alassane Ouattara. Chaque doctorant dispose de 30 minutes pour son exposé et de 2 heures d'horloge pour les échanges avec le jury. C'est par une cérémonie officielle en présence des autorités administratives, politiques et universitaires ainsi que des parents que la soutenance a été lancée. Ces 41 impétrants constituent la première promotion de l'UFR des sciences économiques et de développement de l'université Alassane Ouattara. L'Institut de cardiologie d'Abidjan est en campagne de sensibilisation contre les maladies liées au cœur. Une campagne de sensibilisation suivie de prise de tension artérielle qui va permettre d'orienter les populations et de les amener à protéger leur santé en mangeant des aliments sains et en faisant aussi du sport. Le reportage de Eric Gori. Campagne de sensibilisation suivie de prise de tension artérielle dans la commune d'Abobo, en prélude à la journée mondiale du cœur prévue le 29 septembre prochain.
L'objectif est de dépister les personnes ayant les tensions très basses et très élevées afin de pouvoir les prendre en charge. Ici, sous cette tente, les patients sont pesés. Après cette étape, ils se retrouvent devant les infirmiers pour la prise de tension. Lorsque la tension est normale, le patient reçoit une trousse contenant des brochures d'informations pour maintenir sa santé. La dame m'a dit que j'étais vraiment bon. Bon, les bonnes pratiques alimentaires, c'est-à-dire d'abord manger sain, moins gras, moins sucré, et puis aussi faire régulièrement de sport. Pour ceux qui n'ont pas une tension normale, ils sont immédiatement conduits devant les médecins pour leur prise en charge. En fait, ce qui arrive chez nous, c'est ceux qui ont exactement une pression artérielle qui est au-dessus de la moyenne, de la normale. C'est-à-dire qu'ils ont une pression qui dépasse 135 en systolique et puis 80, on a mis là-bas 85 ici en diastolique. C'est le second chiffre là. Oui. Exactement. Donc une fois que ça dépasse là, on envoie vers nous les cardiologues pour pouvoir soit les prendre en charge, soit leur donner des mesures hygiéno-diététiques afin de pouvoir mieux suivre leur pression artérielle. Le plus important, c'est de venir très tôt pour se faire dépister. Une fois que tu es vite pris en charge, je crois que tu évites les risques. Cette campagne de sensibilisation et de prise de tension artérielle est l'œuvre de la fondation ICA. Elle va durer une semaine et va sillonner plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Rencontre entre partis membres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a produit un communiqué consacré essentiellement à l'analyse de la situation sociopolitique et à l'état d'avancement des travaux pour le parti unifié. Sidonie Ndavila. Après de longs mois de réflexion sur les propositions pour la création d'un parti unifié au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la direction du groupement politique se dit prête à concrétiser le projet. Elle a annoncé dans un communiqué produit ce jeudi. Tous les intervenants ont fait le constat de la situation de non-retour dans la mise en place du parti unifié, seul gage de pérennisation de la paix dans notre pays. Ainsi, pour sauvegarder cette paix, le président Henri Konan Bédié a souhaité que la nouvelle constitution ivoirienne en élaboration prenne en compte la note de sanction de la prise du pouvoir par les armes. Les conditions sont désormais réunies pour la création du parti unifié. Par conséquent, le processus de création du parti unifié engagé est irréversible. Les avant-projets des tests fondateurs du RHDP prêts, alors la remise officielle de ces documents et la mise en place d'un comité de réflexion pour l'unification effective des partis du RHDP peuvent se faire selon un chronogramme bien défini. Le jeudi 29 septembre, remise à Daoukro des documents au président Henri Konan Bédié, le professeur Maurice Kakou-Djikaoué, secrétaire exécutif du PDCIRDA, a été choisi pour piloter le comité de réflexion sur la démarche à adopter pour aller à l'unification des partis avec comme adjoint Maître Soro Brahima, secrétaire général de l'UPC. Pour consolider l'appel de Daoukro, considéré comme le socle du RHDP, la direction a invité ses membres à l'acceptation de la décision du groupement sur les arbitrages des candidatures lors des législatives à venir. Au Gabon, la Cour constitutionnelle est toujours en pleine délibération. 3 semaines après la fin d'une élection présidentielle aux résultats hautement contestés, la Cour constitutionnelle devrait promulguer le nom du vainqueur. Selon les résultats provisoires dévoilés par la commission électorale le 1er septembre, le président sortant, Ali Bongo, l'emporterait d'une poignée de voix à peine plus de 5500 sur son rival Jean Ping. Il a donc saisi Jean Ping, le Conseil constitutionnel, pour trancher. Et ce Conseil constitutionnel ne va pas tarder à donner le nom du vainqueur. Vous aurez le nom de ce vainqueur-là dans nos prochaines éditions. Hier soir, des centaines de manifestants étaient encore réunis pour protester contre la mort d'un Noir. Ça se passe aux États-Unis. Il a été abattu mardi par un policier. Les militaires de la garde nationale ont été déployés en renfort et un couvre-feu a de nouveau été décrété dans la ville américaine de Charlotte pour prévenir tout débordement hier, 3e nuit consécutive de manifestation. Le récit de Sylvie Touré. À Charlotte, la rue ne désemplit pas et ne décolère pas.
Des centaines de personnes ont défilé et défié le couvre-feu. C'est la 3e nuit consécutive de manifestations depuis la mort mardi de Kate Scott, un Afro-Américain tué par une policière. Les vies des Noirs ne comptent pas dans ce pays. Les vies des Noirs ne comptent pas dans ce monde. Et nous venons ensemble pour les faire compter. Nous allons forcer l'Amérique à les prendre en compte, que ce soit par la violence ou paisiblement. Il y a plein de solutions à ce problème. Mais s'il faut que ce soit par la violence, alors que ça le soit. Pas d'émeutes ni de pillages, contrairement à la nuit précédente au cours de laquelle 43 manifestants avaient été interpellés et un blessé mortellement. Mais je sens que les gardes nationaux sont là et qu'ils sont meilleurs qu'hier soir. Ils sont en train de nous aider, pas de nous gazer. C'est le calme en ce moment, pas d'émeutes, plutôt genre pouvoir au peuple. Pressée de rendre publique la vidéo de la scène, la police s'y refuse toujours. Elle a cependant admis que la séquence filmée n'offrait pas de preuves visuelles indiscutables confirmant que quelqu'un est en train de pointer une arme. Un aveu semblant affaiblir la thèse policière selon laquelle le policier qui a tiré était directement menacé par Kate Scott. Des membres de la famille de la victime ont vu la vidéo et l'un de leurs avocats a révélé qu'aucune arme n'y apparaissait. L'auteur du tir a été inculpé pour homicide involontaire. Les bavures policières à l'encontre des Noirs se sont multipliées ces 2 dernières années, faisant craindre le retour des vieux démons du racisme à la fin du mandat du premier président noir des États-Unis. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. La chaîne qui rassemble. Vous aimez le tourisme? Découvrez les attraits et atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Histoire, culture,